À votre avis, pourquoi ce que vous venez de voir vous a fait peur? Et surtout, pourquoi vous avez aimé ça? Vous avez sûrement remarqué qu'à chaque fin d'année, on vous vend la même image de Noël. Les pubs avec des familles parfaites, les téléfilms où tout finit bien, les chants de Noël qu'on connaît par cœur depuis qu'on est gamin. Noël, c'est censé être la fête la plus safe, la plus lumineuse, la plus... tout va bien de l'année. Et pourtant, le contenu que vous regardez à ce moment-là, ce n'est pas forcément ça. Vous cliquez sur les pires histoires de Noël. J'ai voulu savoir pourquoi cette vidéo a aussi bien marché, alors j'ai fait des recherches et j'ai découvert des choses très intéressantes. Vous cliquez sur des récits de famille qui tournent au cauchemar, de réveillons qui finissent dans le sang, de cadeaux qu'on n'a clairement pas envie d'ouvrir. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que vous ne tombez pas dessus par accident. Vous les cherchez, vous les enchaînez. Et quelque part, vous prenez du plaisir à les regarder. Alors, pourquoi ? Pourquoi, à la période la plus joyeuse de l'année, alors que tout autour de vous essaie de vous mettre dans l'ambiance Jingle Bells, vous choisissez volontairement de plonger dans ce qu'il y a plus noir? Pourquoi notre cerveau se dit « Tiens, il y a déjà la fatigue, la famille, le froid, les repas interminables, ajoutons à ça des histoires horribles ». Ce paradoxe, il a l'air bizarre au premier abord, mais en réalité, il est beaucoup plus logique qu'on ne le croit. On va poser quelque chose tout de suite. Ce n'est pas vous qui êtes bizarre, ni moi. Ce n'est pas un bug de votre personnalité. Des psychologues et des neuroscientifiques montrent depuis plusieurs années que beaucoup de gens sont attirés par des contenus qui font peur, tant qu'ils savent qu'ils ne sont pas réellement en danger. En gros, votre cerveau adore jouer à ce jeu étrange à « je vais te faire croire qu'on est en danger, mais uniquement dans un endroit où tu peux appuyer sur pause à tout moment ». Et ça change tout. Regardez ce qui se passe dans d'autres domaines. Les montagnes russes, les maisons hantées, les attractions d'Halloween. On paie pour hurler, pour avoir le cœur qui s'emballe, pour ressortir en sueur. Alors qu'en théorie, personne n'aime vraiment flirter avec la mort. Ce qu'on aime, ce n'est pas le danger réel, c'est la sensation de danger. Cette sensation contrôlée, l'adrénaline qui monte, puis redescend, la peur, puis le soulagement. Et derrière ça, une sorte de petit high dans le cerveau. Ce sentiment d'être plus vivant après avoir eu peur. Les études récentes montrent sur le sujet qu'après une expérience bien flippante, une maison hantée par exemple, ou une vidéo, beaucoup de participants disent se sentir moins stressés et moins ennuyés qu'avant d'entrer. Donc non, ce n'est pas juste un délire malsain, c'est un fonctionnement très humain, se confronter à la peur, mais dans un cadre sécurisé, pour ressortir quelque chose de très fort, et en ressortir soulagé. Mais avec les pires histoires de Noël, il y a un truc en plus. C'est déjà une chose d'avoir peur dans une maison hantée, ou devant un film d'horreur classique. C'en est un autre de tordre Noël. Noël, c'est l'enfance, la famille, le foyer, la chaleur, c'est l'endroit symbolique, où normalement, rien de grave ne devrait jamais arriver. Et justement, quand on prend ce décor-là, et qu'on y injecte du cauchemar, on ne fait pas que raconter une histoire effrayante. On brise une attente fondamentale. On touche à quelque chose de sacré dans la tête de beaucoup de gens. Et c'est pour ça que ce type de récit frappe plus fort que d'autres. D'ailleurs, ce mélange entre Noël et histoire effrayante ne sort pas de nulle part. Il y a plus d'un siècle, dans l'Angleterre victorienne, se raconter des histoires de fantômes à Noël était une véritable tradition. On se réunissait en famille, au cœur de l'hiver, on s'asseyait près du feu et on sortait les récits les plus glaçants qu'on connaissait. Même Charles Dickens, avec A Christmas Carol, ne raconte pas juste une jolie histoire de rédemption. C'est littéralement un conte de Noël, avec des fantômes qui viennent hanter un homme pendant la nuit. Et si on sort de l'Angleterre pour aller du côté des Alpes, on tombe sur la figure de Krampus, un démon mi-homme, mi-chèvre, qui accompagne Saint-Nicolas et qui est là pour punir les enfants passages, au beau milieu des festivités de décembre. Alors j'espère que vous avez tous été sages les enfants. Donc en réalité, ce que vous faites en lançant les pires histoires de Noël ou autres, ce n'est pas si moderne que ça. Vous vous reconnectez à une version beaucoup plus sombre, beaucoup plus ambivalente des fêtes de fin d'année. Celle où la lumière du foyer existe précisément parce que dehors, il fait froid, sombre et que tout peut arriver. Mais il reste une question. Ok, on voit que ce n'est pas nouveau, on voit que ce n'est pas anormal, on voit que l'être humain a toujours aimé se faire peur, juste à côté du feu, au moment où la nuit est la plus longue. Et comment ça marche? Oui, comment ça marche exactement dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre cerveau quand vous regardez une histoire horrible de Noël, que votre cœur s'emballe, que vous êtes crispé sur votre siège, mais que vous cliquez quand même sur épisode suivant? Pourquoi est-ce qu'une partie de vous est terrifiée pendant qu'une autre partie en redemande? Pour répondre à ça, il faut rentrer dans la mécanique interne, amygdale, cortex préfrontal, adrénaline, dopamine, et ce qu'on appelle la catharsis. Le fait de vider ses émotions en affrontant symboliquement ce qui nous fait peur. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la partie suivante, la science des frissons. Oui, vous allez me dire, je suis parti très loin, je me suis posé la question de pourquoi ma vidéo des pires histoires de Noël fonctionne aussi bien, pourquoi à ce moment-là, etc. Et c'est parti en couille. Mais vous inquiétez pas, il y aura toujours du frisson. Alors restez, parce que je sais que vous êtes là pour écouter des histoires d'horreur, etc. Mais cette vidéo va vous faire frissonner d'une autre manière, et elle va vous en apprendre plus sur vous, et vous apprendre peut-être comment éviter cela, ou peut-être vous rassurer sur certains aspects, ou encore vous faire frissonner.
Bon. On va rentrer dans un territoire plus intime maintenant. Parce que si on aime se faire peur à Noël, ce n'est pas juste culturel, clairement. Ce n'est pas juste parce que fait contraste. Non, ça se joue beaucoup plus profondément que ça. Ça se joue dans le cerveau. Et le cerveau, lui, ne ment jamais. Ou normalement. Au cœur de votre cerveau, il y a une petite structure minuscule, de la taille d'une amande. C'est pour ça qu'on l'appelle l'amygdale. Son job, tout simple. Détecter le danger ou tout ce qui ressemble de près ou de loin à une menace, comme ce que vous voyez dans cette vidéo. Et le plus fascinant, c'est qu'elle bosse avant même que vous ayez conscience de ce que vous regardez. Un bruit soudain dans un film, un couloir plongé dans le noir, une silhouette immobile, un jouet qui bouge à peine. L'amygdale ne cherche pas à comprendre l'histoire, ni à analyser si c'est logique. Elle réagit avant tout le reste. Selon Joseph Ledoux, neuroscientifique pionnier de l'étude de la peur, l'amygdale active un circuit court, ultra rapide, qui traite les signaux menaçants 200 à 300 millisecondes avant que le cortex conscient ne prenne le relais. J'ai l'impression d'être Jamie en fait, mais avec un peu plus de peur. Autrement dit, vous avez peur avant même de savoir pourquoi. C'est aussi pour ça qu'un extrait comme les pires histoires de Noël ou encore les vidéos que je vous ai montrées précédemment peut vous retourner en quelques secondes. L'amygdale détecte l'obscurité, l'ambiguïté, le silence suspect, la menace potentielle. Elle sonne l'alarme instantanément. Mais heureusement, le cerveau n'est pas qu'un détecteur de menaces. Il a aussi une tour de contrôle. La partie qui réfléchit, qui analyse, qui recadre, le cortex préfrontal. C'est lui qui, quelques instants après la réaction de l'amygdale, vient vous souffler « Ok, on a eu peur, mais t'es pas en danger, hein. Tout va bien, ok? Respire. Regarde autour de toi, t'es dans ton canapé, ce n'est qu'une vidéo, ça n'existe pas. Selon les études en neuroimagerie de Richard Davidson et Ellen Mayberg, le cortex préfrontal peut littéralement inhiber ou atténuer l'activité de l'amygdale lorsque le contexte est jugé non dangereux. C'est lui qui te ramène à la réalité. Et plus tu consommes d'histoires effrayantes dans un cadre sécurisé, plus le cortex préfrontal devient efficace pour gérer ces signaux. C'est exactement ce que montrent les travaux du neuropsychologue Christian Grillon sur la répétition du stimuli anxiogène. La menace reste impressionnante, mais la réaction émotionnelle devient plus modulée, plus contrôlée. Ce n'est pas de la désensibilisation bête et méchante, c'est de la maîtrise. Et oui. Quand l'amygdale s'active, elle déclenche une cascade chimique. Adrénaline, noradrénaline, accélération cardiaque, respiration plus courte, préparation au combat-fuite. C'est la réponse du système nerveux sympathique, décrite depuis les années 1930 par Cannon, et plus tard Selye, dans leur modèle du stress. Votre corps se met en mode survie, même si vous êtes juste devant une vidéo YouTube, comme celle-ci par exemple. Sauf que voilà, une fois que le cortex préfrontal dit que tout est sous contrôle, le cerveau enclenche une deuxième réaction. Une réaction paradoxale, presque agréable. Il libère de la dopamine. Ah, la dopamine, vous en entendez parler ces dernières années, j'imagine, hein. Mais ce n'est pas l'hormone du bonheur, comme on l'entend parfois. C'est la molécule du renforcement, du « j'en veux encore ». Des chercheurs comme Marvin Zuckerman ont étudié ce phénomène dès les années 60 en observant les sensations seekers. Les personnes qui recherchent en fait des expériences intenses, effrayantes ou risquées libèrent plus de dopamine après un stress maîtrisé. Résultat, votre cerveau associe la montée de peur et la retombée du soulagement à une sensation positive. C'est exactement ce que montrent les études plus récentes de Matthias Klassen et de l'Artus University sur les films d'horreur. Les amateurs de contenu horrifique ressentent une peur plaisante. Un mélange de stress momentané et de récompense cérébrale. Et oui, vous regardez tout ça quelque part pour vous faire du bien. Et heureusement, sinon ce serait un peu bizarre, vous ne trouvez pas? Finalement, c'est le même processus que quand vous regardez des vidéos TikTok ou d'autres vidéos YouTube que vous ne pouvez pas vous arrêter. La libération de cette dopamine vous dit j'en veux encore, encore et encore. Mais à la différence des vidéos TikTok abrutisantes ou de d'autres plateformes, celles-ci peuvent avoir un intérêt. Et on y arrivera bientôt. En clair, le cerveau vous fait peur, puis vous dit « merci, merci ». Maintenant, parlons d'un concept fondamental pour comprendre pourquoi vous regardez ce genre d'histoire. Même quand vous vous dites « non mais sérieux, pourquoi je fais ça ?» À l'origine, Aristote décrivait la catharsis comme la purification des émotions à travers le théâtre tragique. Aujourd'hui, la psychologie moderne en parle différemment. Ce n'est pas vider sa colère, c'est vivre une émotion forte dans un cadre protégé pour mieux l'appréhender ensuite. Une étude de Haidt et Keltner en 1999 montre que les émotions morales ou intenses vécues à travers une narration peuvent produire un effet régulateur, une forme de rééquilibrage émotionnel. Plus récemment, Matthias Klassen a montré que les fans d'horreur développent une meilleure tolérance à l'incertitude, une meilleure capacité à réguler les émotions et même une plus grande résilience face à certains stress réels. En gros, quand vous regardez mes vidéos, vous devenez plus fort. Voilà, c'est cadeau. Donc regarder une histoire horrible comme les pires histoires de Noël, ce n'est pas seulement se faire peur, c'est tester ses émotions, c'est ressentir quelque chose de fort, sans conséquences réelles. C'est faire face à la noirceur, dans un environnement où on peut fermer l'onglet à tout moment. Et ça, psychologiquement, c'est précieux.
et beaucoup plus qu'on ne le croit. Maintenant, on a répondu à une partie du pourquoi. Pourquoi vous êtes attiré par la peur? Pourquoi vous cliquez sur ce que vous redoutez? Pourquoi vous revenez encore et encore? Mais continuez, hein, vous arrêtez pas, j'ai besoin de vous moi, ok? Cependant, il reste un mystère beaucoup plus profond. Pourquoi Noël, spécialement, est le décor parfait pour que ces histoires frappent plus fort que toutes les autres? Pourquoi ce contraste, fête parfaite, horreur totale, déclenche une réaction émotionnelle aussi puissante? Pourquoi le simple fait de mettre un cauchemar au pied d'un sapin change tout? Et pourquoi cette tradition est beaucoup plus ancienne qu'on imagine? C'est ce qu'on va explorer maintenant dans la partie 3. Pourquoi les pires histoires de Noël vous frappent différemment? On va maintenant répondre à une question bien plus étrange et bien plus fascinante. Pourquoi est-ce que les pires histoires de Noël ne font pas seulement peur, mais font peur différemment? Pourquoi est-ce que l'horreur classique et l'horreur de Noël ne provoquent pas la même vibration dans le cerveau? Pourquoi est-ce que ce mélange Noël plus cauchemar touche quelque chose d'intime, de presque sacré? Pour comprendre ça, il faut commencer par détruire une illusion. Tout de suite, hein, moi je casse tout. Noël n'a jamais été 100% lumineux. On imagine Noël comme le bonheur en famille, les enfants sages, la neige blanche, la chaleur et une parenthèse magique où rien de grave n'arrive. Mais ça, c'est l'image moderne. L'image vendue par la pub, les films, le marketing, Coca-Cola, Mariah Carey. Historiquement, Noël n'était pas du tout la fête la plus joyeuse de l'année. Pendant des siècles, l'hiver était la période la plus sombre, la plus froide, la plus dangereuse et la plus anxiogène pour les populations d'Europe. Les anthropologues, comme Ronald Hutton, rappellent que les fêtes de fin d'année étaient autant liées à la mort et aux esprits qu'à la naissance du Christ. En clair, à Noël, on avait peur. Et c'est donc comme ça qu'on découvre que tout ça résonne avec quelque chose de beaucoup plus ancien. Le Noël sombre, le Noël superstitieux, le Noël qui n'est pas si joyeux. Maintenant, revenons à aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que ça nous frappe autant quand une histoire horrible se passe le soir du réveillon? Parce que Noël est devenu un symbole protégé. Le foyer, la chaleur, l'enfance, la famille, la sécurité. Et en psychologie, on sait que si l'on prend un symbole profondément positif et qu'on le pervertit, l'impact émotionnel est décuplé. C'est ce qu'on appelle l'effet de violated expectancy, la violation brutale d'une attente fondamentale. Un concept utilisé notamment dans les travaux de Charles Brenner et Valérie Reyna. Et d'ailleurs, utilisé aussi dans les films d'horreur. Pourquoi on a plus peur des enfants? Eh bien, c'est exactement pour les mêmes raisons. Autrement dit, un monstre dans une forêt, c'est normal. Un monstre dans un sous-sol, c'est attendu. Un monstre sous le sapin, c'est traumatisant. Parce que le sapin, c'est le territoire du safe. C'est conçu pour être intouchable. Alors quand tu y mets de l'horreur, tu n'obtiens pas seulement un récit effrayant. Tu obtiens un blasphème émotionnel. Et le cerveau adore les violations de normes. Parce que ça crée un mélange unique de peur, de curiosité, de malaise et même un peu d'humour noir. Tu l'as sûrement remarqué, beaucoup d'histoires horrifiques de Noël contiennent un petit quelque chose de drôle. Pas drôle, haha, drôle, haha, c'est dérangeant. Ce rire nerveux, c'est un mécanisme de défense bien documenté par les psychologues comme Rod Martin dans The Psychology of Humor de 2007. Quand notre cerveau est confronté à quelque chose de dérangeant, il peut réagir par le rire pour décharger la tension. Vous l'avez déjà vu, hein, ce moment où il y a un silence palpable avec quelqu'un avec qui vous parlez et vous rigolez. Vous faites un sourire, vous essayez de libérer la tension. Et bien là, c'est pareil. C'est pour ça que certaines histoires de Noël horrifiques nous font sourire, malgré nous. Le Père Noël devient un monstre. Les cadeaux deviennent des pièges. La famille devient un cauchemar. On rit, mais c'est un rire crispé. Un rire qui nous dit « Ok, je suis mal à l'aise, mais je gère ». Et ce mélange dérangeant tire parce qu'il te fait te sentir vivant. Et oui, il te fait te sentir bien. Maintenant, place à une vérité incroyable et totalement oubliée. Il fut un temps où Noël était LA période des histoires de fantômes. Beaucoup plus qu'Halloween. Et oui, dans l'Angleterre victorienne, on y revient, famille et amis se réunissaient pour se raconter les histoires les plus horribles qu'ils connaissaient. On a même un proverbe de l'époque. For Christmas Eve, bring tales of fear, avec mon meilleur accent. Quand tu lis les magazines de l'époque, particulièrement All of the Year Round, dirigé par Charles Dickens, on trouve une majorité d'histoires de fantômes publiées en décembre. Dickens, l'auteur de A Christmas Carol, avait un rituel, publier des contes surnaturels à Noël, précisément. Parce que Noël, c'était la longue nuit, le froid, les familles regroupées, et un moment parfait pour raconter l'invisible. Vous ne regardez pas juste une vidéo YouTube, vous perpétuez un rituel d'hiver millénaire. Bravo pour les traditions. Continuez de perpétuer, hein, allez voir mes prochaines vidéos, pas de soucis. Et ce n'est pas qu'un truc anglais. Dans les Alpes, depuis des siècles, on n'attend pas seulement Saint-Nicolas, on attend aussi Krampus. Une créature mi-homme, mi-bouc, aux cornes, chaînes, cloches, langue pendante, chargée de punir les enfants désobéissants. Et je vous vois. C'est l'exact opposé du Père Noël, c'est son ombre. Et cette ombre existe dans presque toutes les cultures européennes. En Islande, il y a Grilla, la géante qui mange les enfants. En Scandinavie, il y a Jólaköttur, le chat de Noël géant qui dévore ceux qui n'ont pas de nouveaux vêtements. J'ai pas compris cette histoire. En Irlande, les revenants de Yule. En Allemagne, il y a Knecht Ruprecht, bras droit sombre de Saint-Nicolas.
Le solstice d'hiver a toujours été un moment où la frontière entre le chaud et le froid, le foyer et la nuit, la vie et la mort semble plus fine. Ah, et oui. Et c'est ce que tu fais quand tu regardes les vidéos des pires histoires de Noël. C'est exactement ça. Tu rappelles que derrière la version édulcorée de Noël, il reste une racine sombre, archaïque, rituelle. Une racine où Noël n'était pas un festival de guirlandes, mais un combat symbolique contre la nuit la plus longue de l'année. Maintenant que tu connais le contexte culturel, on peut expliquer pourquoi les histoires horrifiques de Noël touchent plus fort que celles d'Halloween. Eh bien, encore une fois, parce que le contraste émotionnel est maximal. Noël est plus lumineux, donc l'ombre y paraît plus noire. Les attentes sont plus profondes, on attend inconsciemment un moment safe, et le cerveau déteste qu'on touche à un territoire sacré. Le décor est universel. Tout le monde a vécu un Noël, donc l'horreur devient immédiatement personnelle. La nostalgie simplifie tout, parce qu'on touche à l'enfance, donc à la vulnérabilité maximale. Et paradoxalement, c'est confortable, parce que le cadre est familier, donc le cerveau comprend très vite ce qui est anormal. Le psychologue Paul Rozin appelle ça le Benign Violation Effect, une violation perçue comme dérangeante et inoffensive. C'est exactement ce qui provoque fascination, malaise, mais aussi plaisir. Noël est le décor idéal pour ce carnaval émotionnel. C'est pour ça que les pires histoires de Noël ne sont pas juste effrayantes, elles sont intimement perturbantes, profondément paradoxales et incroyablement addictives. Maintenant, on a une vision plus claire. Noël a une racine sombre, oubliée. Le contraste amplifie l'impact. L'humour noir sert de soupape. Et ce mélange a traversé les siècles. Mais il reste un dernier niveau de compréhension, le plus instinctif, le plus animal, le plus profond. Pourquoi l'être humain, depuis toujours, est attiré par ce qui le dérange? Par les choses inquiétantes, inconnues, menaçantes, qu'il pourrait simplement éviter. Pourquoi allons-nous volontairement vers le frisson, vers le froid, vers l'inconfort? Pour ça, il faut revenir très loin en arrière, bien avant les décorations de Noël, dans la peur primitive, celle qui nous a permis de survivre. C'est ce qu'on va explorer dans la partie 4, l'instinct primaire de la peur. Pour comprendre vraiment pourquoi on est attiré par ce qui nous dérange, il faut arrêter de penser comme des gens de 2025 ou 2026 maintenant. Il faut revenir à une époque où il n'y avait pas d'électricité, pas de chauffage, pas de police, pas de médecin à appeler en urgence. Une époque où la nuit était réellement dangereuse. Vraiment réellement. Même si elle l'est toujours, parfois. Pendant des centaines de milliers d'années, les humains qui survivaient n'étaient pas les plus forts, ni les plus intelligents. C'étaient les plus vigilants. Ceux qui entendaient un bruit dans l'obscurité et qui se disaient je vais aller voir ce que c'est, avaient beaucoup moins de chances de transmettre leur gène que ceux qui pensaient « et si c'était un danger, et si je me tirais ?» C'est sûrement pour ça que ça nous saoule toujours dans les films d'horreur, les mecs qui prennent des décisions hyper cheloues, parce que personne ne l'aurait prise de base. On est d'accord? Dites-le dans les commentaires si vous êtes d'accord. Ah, et abonnez-vous, profitez-en, on est au milieu de la vidéo, peut-être un peu moins, je ne sais pas, un peu plus. Mais abonnez-vous, car ce concept m'a demandé beaucoup de travail, et j'espère qu'il vous plaît. La peur est donc l'une des émotions les plus anciennes et les plus sélectionnées par l'évolution. Les psychologues évolutionnaires, comme John Tobey et Leda Cosmides, expliquent que notre cerveau s'est construit comme un simulateur de menaces. Il préfère produire 10 fausses alertes plutôt que de rater un seul vrai danger. En clair, notre cerveau est volontairement parano, et ce système n'a pas disparu. Il est toujours là, même si aujourd'hui, le plus grand danger dans la nuit est souvent une simple notification sur son téléphone. Maintenant, pose-toi une question simple. Si ton cerveau est conçu pour anticiper les menaces, comment s'entraîne-t-il quand il n'y a plus vraiment de menaces réelles à affronter? Ou en tout cas beaucoup moins. Et la réponse est étonnamment simple. La fiction. Ou les vidéos d'horreur qui racontent des vraies histoires. Par exemple. Les chercheurs parlent de street simulation, la simulation de scénarios dangereux dans un environnement sans risque. C'est une théorie développée notamment par le neuroscientifique Antti Revonsuo, qui explique que les rêves, les cauchemars et les récits effrayants servent à entraîner notre cerveau à réagir face au danger. Quand tu regardes les pires histoires de Noël, à tout hasard, va la voir encore une fois, ton cerveau ne se dit pas « je regarde une vidéo YouTube », il se dit à un niveau beaucoup plus profond « et si ça m'arrivait, comment je réagirais? Où est la menace? Où est la sortie ?» Par là? Non. Quoique. C'est un entraînement émotionnel, une répétition générale, sans conséquences réelles. Ce mécanisme apparaît d'ailleurs très tôt. Si tu observes des enfants, tu verras qu'ils adorent se cacher, surprendre, jouer aux monstres, se raconter des histoires qui font peur. Les psychologues appellent ça le scary play. Selon les travaux de Peter Smith et Anthony Pellegrini, ce type de jeu permet aux enfants d'apprendre à reconnaître la peur, à la provoquer et surtout à la maîtriser. Ce n'est pas un jeu malsain, c'est un apprentissage émotionnel et en grandissant, on ne perd pas ce besoin, on change juste de support. Les monstres sous le lit deviennent des films, des creepypasta, des histoires comme les pires histoires de Noël. Même logique, même mécanisme, juste plus sophistiqué. Il y a un autre moteur fondamental, la curiosité.
mais pas n'importe laquelle. La curiosité pour ce qui est dangereux, tabou, dérangeant. Les chercheurs appellent ça la curiosité morbide. Selon les travaux de Coltan Scrivener et ses collègues, les humains sont naturellement attirés par les informations liées à la mort, la violence, les catastrophes et les menaces. C'est pour ça que beaucoup de médias font leur beurre dessus, hein, et que, eh bien, vous regardez plus ça. C'est comme ça, on clique tous plus dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi? Eh ben, parce que du point de vue de l'évolution, ces informations sont précieuses. Savoir comment quelqu'un est mort, comment un danger se manifeste, quels signaux précédant une catastrophe, c'est potentiellement sauver sa propre vie plus tard. Donc ton cerveau te pousse à regarder, même si une autre partie de toi te dit « je ne devrais pas ». C'est exactement ce qui se passe quand tu lances une histoire horrifique de Noël. Tu sais que ça va te mettre mal à l'aise, mais ton cerveau insiste. Regarde quand même, n'aie pas peur, vas-y, observe. Maintenant, voici quelque chose de très important et souvent oublié. La peur ne fonctionne pas de la même manière quand on est seul ou à plusieurs. Des études sur les expériences de peur collective, monuments hantés, attractions horrifiques, films regardés en groupe, montrent que le stress partagé renforce les liens sociaux. Quand deux personnes ont peur ensemble, leur rythme cardiaque s'aligne, leurs attentions se synchronisent et leur cerveau libère plus facilement de l'ocytocine, l'hormone du lien. C'est pour ça que, historiquement, les histoires qui font peur se racontent autour d'un feu, pas seul dans son coin. Et aujourd'hui, les commentaires YouTube, les discussions après les vidéos, les messages « regarde ça » remplacent ces veillées d'hiver. Et je suis là aussi pour être votre conteur. Les pires histoires de Noël, ce n'est pas seulement un contenu à consommer, c'est un rituel social moderne. On se fait peur ensemble. Et on se sent moins seul. Et enfin, dernier point fondamental, le contexte hivernal. L'hiver, biologiquement, est associé à la rareté, la vulnérabilité, la nuit prolongée et l'isolement. Des recherches en psychologie saisonnière montrent que l'obscurité prolongée augmente la rumination mentale, l'introspection et la sensibilité émotionnelle. En clair, l'hiver rend le cerveau plus réceptif aux histoires intenses. Donc, quand tu combines peur primitive, curiosité morbide, rituel social et hiver, tu obtiens le cocktail parfait pour que des histoires horrifiques de Noël aient un impact émotionnel massif. À ce stade, on peut dire une chose, si vous aimez les pires histoires de Noël, ce n'est pas parce que vous aimez la souffrance, ce n'est pas parce que vous aimez le malheur, c'est parce que votre cerveau est ancien, complexe et incroyablement bien conçu pour survivre, même quand il n'y a plus vraiment de danger. Mais il reste une dernière question, peut-être la plus importante. À quoi ça sert aujourd'hui? Qu'est-ce que ces histoires vous apportent vraiment, au-delà du frisson immédiat? Est-ce que se faire peur peut, paradoxalement, nous aider à mieux vivre avec nos propres angoisses? C'est ce qu'on va voir dans la dernière partie, derrière la peur. Quand on arrive au bout de tout ce parcours, une chose devient claire. Si on aime les histoires horrifiques, et particulièrement celles qui se déroulent à Noël, ce n'est pas parce qu'on aime le malheur, ni parce qu'on aime la souffrance. C'est parce que ces histoires nous permettent de faire quelque chose de très particulier et de très humain. Affronter nos peurs sans y être réellement exposé. Dans la vraie vie, l'angoisse arrive sans prévenir. Elle s'impose à nous. Elle ne demande pas vraiment notre avis. Les problèmes familiaux, la solitude, la peur de l'échec, la maladie, la mort, l'incertitude, tout ça ne fonctionne pas comme une vidéo YouTube sur laquelle on peut appuyer sur pause. Dans le réel, on n'a pas le contrôle. Et c'est précisément ce manque de contrôle qui rend l'anxiété difficile à gérer. Les histoires d'horreur, elles, fonctionnent à l'inverse. Elles créent un espace psychologique protégé. Tu choisis quand tu commences, tu choisis quand tu arrêtes. Tu sais, au fond de toi, que quoi qu'il arrive dans l'histoire, tu es en sécurité. Et cette différence change tout. Des chercheurs comme Matthias Classen ont montré que les amateurs d'horreur utilisent souvent des récits comme une forme d'entraînement émotionnel. Ils s'exposent volontairement à la peur pour observer leurs réactions, apprendre à les tolérer et surtout constater qu'ils peuvent y survivre sans conséquences réelles. Regarder une histoire horrible, ce n'est donc pas seulement se faire peur. C'est traverser une montée d'angoisse, puis expérimenter un retour au calme, encore et encore. Et à force, le cerveau apprend quelque chose d'essentiel. La peur n'est pas forcément synonyme de danger réel. Elle est une sensation intense, désagréable parfois, mais transitoire. Et cette leçon, même si elle se fait de manière indirecte, peut avoir des effets très concrets dans la vie quotidienne. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens se tournent vers ce type de contenu, dans des périodes émotionnellement chargées. Noël, contrairement à ce qu'on aime croire, n'est pas une période simple pour tout le monde. C'est un moment où les attentes sont élevées, où la solitude peut être plus lourde, où les tensions familiales ressortent, où la nostalgie frappe fort. Les histoires horrifiques de Noël mettent en scène ces angoisses, mais sous une forme symbolique. Elles donnent un visage, un décor, un récit à quelque chose de diffus et difficile à nommer. Et paradoxalement, voir ces peurs représentées rend parfois la réalité plus supportable. Parce que ce que tu ressens n'est plus juste un malaise intérieur abstrait, c'est une histoire que tu observes de l'extérieur, une obscurité que tu peux regarder sans y être vraiment plongé. Il y a aussi un autre effet plus subtil, mais fondamental, le contraste. Après une histoire particulièrement sombre, le simple fait d'être assis dans une pièce éclairée, au chaud, en sécurité, devient presque palpable. La lumière paraît plus douce, le silence apaisant, les gens autour de toi plus précieux. Les psychologues parlent parfois de réévaluation émotionnelle par contraste.
Le fait de traverser symboliquement le pire peut renforcer l'appréciation du présent. Et oui, en gros, quand vous regardez mes vidéos, vous êtes mieux connecté avec votre présent et vous vous sentez mieux. Comme quoi. C'est peut-être pour ça que ces histoires fonctionnent si bien à Noël. Parce que Noël est censé être lumineux, encore une fois, et que l'ombre, quand elle est volontairement explorée, rend cette lumière plus réelle, plus concrète et moins naïve. Alors non, aimer les pires histoires de Noël ne fait pas de toi quelqu'un de bizarre, ni de sombre, ni de malsain. Ça fait de toi quelqu'un qui utilise une vieille mécanique humaine pour gérer ses émotions. Regarder la peur en face, mais à distance. La comprendre, la traverser et revenir. Et maintenant, j'aimerais te poser la question directement. Pourquoi toi, tu regardes ce genre d'histoire? Qu'est-ce qui t'attire vraiment? Est-ce le frisson pur? Le malaise? Le contraste avec l'ambiance de Noël? L'humour noir? Ou simplement le fait de ne pas être seul à ressentir ce mélange étrange de fascination et d'inconfort? Raconte-le en commentaire. Raconte-moi ta pire histoire de Noël, vraie ou fictive, et dis-moi ce qui te pousse, année après année, à retourner du côté sombre du sapin. Parce qu'au fond, ces histoires ne sont pas là uniquement pour nous faire peur. Elles sont là pour nous rappeler une chose essentielle. Même dans la nuit la plus longue de l'année, il y a toujours une lumière allumée quelque part. Et parfois, il faut passer par l'ombre pour vraiment la voir.